comment vous bossez, les chercheurs en santé mentale? Parce que moi, tu me dis chercheur en santé, je pense à une blouse blanche dans un labo avec une pipette. Alors, il y a plein de façons de faire de la recherche différentes. D'ailleurs, ce qui est très riche au sein d'une équipe, c'est d'avoir cet aspect un peu translationnel, c'est-à-dire des gens qui font vraiment sur l'animal, avec ce que tu dis, un peu des choses très fondamentales, de la pipette, de la recherche en génétique, de la recherche sur des biomarqueurs, des choses très biologiques, et puis jusqu'à des gens qui vont parfois aller voir des patients, qui vont être juste dans l'inclusion avec les patients et qui vont faire de la recherche clinique au sens très propre, parfois un peu plus proche de la médecine. Entre les deux, il y a plein de gens, et puis il y a d'autres pratiques, notamment celle que fait Astrid, plutôt de la recherche en épidémiologie sur des grandes bases de données. Donc il y a plein de façons de faire de la recherche. Moi, si je prends juste mon expérience personnelle, on ne fait pas très peu de fondamentales, très peu de précliniques. On va plutôt faire de la recherche avec les patients, c'est-à-dire avec Ta spécialité étant les sciences cognitives. les sciences cognitives. Donc, avec plutôt, par exemple, la passation de tâches expérimentales, où on va demander aux patients de faire des choix sur des chiffres, sur des choix alimentaires, sur des choix particuliers qu'ils doivent faire dans une situation donnée. Et on va voir un peu, en fonction des réponses, on va voir un petit peu les processus dont on parlait au début de génération de ces pensées qui sont présents. D'autres types de recherches, ça va être sur la génétique, avec des biomarqueurs de génétique, avec parfois des choses qui sont très microscopiques. Et ensemble, en fait, les équipes, elles permettent de répondre à des grandes questions de recherche en couplant un petit peu ces différents étages. Il faut imaginer un peu ça comme des étages d'un immeuble, des étages de description d'un même phénomène. On prend par exemple l'anédonie, le fait de manquer de plaisir dans la dépression, mais on peut le casser en plusieurs, on peut le décomposer en plusieurs étages. Un étage très biologique, un étage très génétique, un étage lié à la construction du cerveau, un étage lié à la façon dont les aires du cerveau communiquent entre elles, un étage lié à la façon dont les symptômes s'expriment, un étage lié à la façon dont ça se voit dans la société. On peut vraiment multiplier un peu comme ça ces niveaux de description. Et ça, c'est très riche de pouvoir faire ça. Toi, Astrid, sur quoi tu bosses? Alors moi, j'ai 3 axes de recherche. J'ai un premier axe qui est évaluation des thérapeutiques, donc comment on fait pour démontrer un bénéfice ou au contraire des effets indésirables de traitements en psychiatrie. Donc les traitements sont très variés, comme on l'a dit, il peut y avoir des médicaments, des psychothérapies, de la neurostimulation et maintenant des thérapies dites digitales. Et donc l'idée, c'est de développer des dispositifs de preuve qui ensuite permettent de prendre des décisions majeures qui sont: doit-on autoriser la mise sur le marché de tel médicament ou de tel dispositif? Doit-on le rembourser? C'est-à-dire, est-ce que nous, contribuables, on a envie, avec nos charges sociales, de payer pour ça? Il faut qu'on nous prouve que ça a une quelconque efficacité. Donc j'invente ces méthodes-là et ces dispositifs de preuve qui permettent de montrer l'efficacité. Mon deuxième axe de recherche, c'est un axe qui est sur la douleur psychique, qui est effectivement un symptôme. Si je compare la douleur physique, tout le monde en parle, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde a dû le prendre chez soi quand il a mal, il en prend, c'est passé vraiment, c'est culturellement accepté de pouvoir dire qu'on a mal quelque part sans être jugé. La douleur psychique, c'est autre chose. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est même pas identifié comme étant un symptôme dans les classifications et on a du mal à le voir émerger. Donc ce qui m'intéresse là, c'est la perspective anthropologique et historique pour savoir comment ce symptôme a disparu en fait de l'intérêt de la médecine au XXe siècle et ensuite essayer de le faire ressurgir en développant des outils cliniques pour pouvoir le prendre en charge de façon spécifique. Tu utilises le terme plutôt psychalgie, douleur morale? Non, j'utilise vraiment le terme de douleur psychique et c'est après pour éviter de retourner à l'ancienne clinique de la douleur morale parce qu'il y a une ambivalence entre le moral et la morale. Et donc parmi les plateformes que j'ai pu développer, il y a Compare Dépression. On a lancé Compare Pratique Addictive la semaine dernière. Donc l'idée c'est de structurer, donc Compare c'est pour communauté de patients pour la recherche. Donc, si vous avez vécu une dépression ou que vous vivez avec une dépression actuellement, vous pouvez aller sur compare.php.fr/dépression, vous inscrire et c'est une plateforme qui est vraiment user-friendly dans laquelle vous répondez à 10 minutes de questionnaire par mois en langage naturel, donc en racontant votre vie ou en cliquant sur des questions. Et à partir de ça, nous, on définit les soins de demain. Donc cette plateforme, elle est accessible à tout projet de recherche sur fonds publics, bien sûr. Donc les données sont sécurisées, elles ne seront jamais revendues à des laboratoires pharmaceutiques, etc., etc. Ça reste dans le domaine de la recherche publique et c'est évidemment lié par un comité d'éthique, par le RGPD, etc., etc.